les États-Unis ont fini par adresser un avertissement clair à Israël. Joe Biden annonce un arrêt des livraisons d'armes offensives à Israël en cas d'intervention militaire massive à Rafah. C'est la première fois depuis le 7 octobre et le début de la guerre entre le Hamas et Israël que les États-Unis ont déclaré publiquement qu'ils envisageaient de retirer leur soutien militaire à Tsahal, l'armée israélienne. La raison de ce retournement, la détermination du cabinet de guerre israélien de lancer l'assaut contre la ville de Rafah, la seule qui échappe encore au contrôle de Tsahal. Et qu'est-ce qu'il y a de si spécial à Rafah? En fait, c'est là-bas qu'environ 1 million de Gazaouis ont trouvé refuge depuis le début de la guerre. En quelques semaines, la population de Rafah est passée de 280 000 Gazaouis à plus de 1 400 000. Le problème, c'est qu'il n'y a nulle part où aller. Beaucoup d'immeubles d'habitation ont été détruits et les combats entre le Hamas et Tsahal se poursuivent un peu partout dans la bande de Gaza. En parallèle, les soldats israéliens ont pris le contrôle du poste frontière de Rafah qui borde l'Égypte. On s'attend d'un jour à l'autre au début de l'offensive terrestre. Pour l'heure, ce sont surtout des bombardements de précision côté israélien et des tirs d'obus et de roquettes côté Hamas. Les préparatifs de cette offensive se sont amorcés quelques heures seulement après l'échec des négociations au Caire pour un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Dans la foulée, l'armée israélienne a pressé la population gazaoui de se mettre à l'abri et de quitter certains quartiers de Rafah afin d'éviter les pertes civiles. Ils l'ont fait en envoyant des SMS, en appelant tous ceux dont le téléphone bornait dans la zone et en larguant des milliers de tracts au-dessus des endroits concernés. Contrairement au Hamas qui se cache parmi les civils ou qui les utilise comme bouclier humain, l'armée israélienne fait tout son possible pour prévenir la mort d'innocents, quitte à dévoiler ses plans d'attaque par avance, ce qui, par définition, neutralise l'effet de surprise et met en danger les soldats israéliens qui seront exposés aux tirs des terroristes du Hamas, qui auront eu le temps de préparer leur ligne de défense. Bref, on sait à présent que si cet accord de cessez-le-feu a échoué, c'est d'une part parce que Israël souhaitait prendre le contrôle de Rafah coûte que coûte, et d'autre part parce que les conditions du Hamas étaient inacceptables aux yeux du gouvernement israélien. De toute façon, c'est pas une surprise, dans la foulée du 7 octobre, Netanyahou avait été très clair. On peut lui reprocher plein de trucs, ce qu'on s'est pas privé de faire sur Diplo, mais au moins, cette promesse, il a l'air de s'y tenir. Ça n'empêche que le soutien occidental aux Israéliens commence à s'éroder, alors que l'opinion publique au départ elle leur était favorable. Surtout qu'on ignore tout des plans du gouvernement israélien concernant l'avenir de Gaza. I'm hoping that the Israelis will not make any massive land invasion in the meantime. So it's my expectation that's not going to happen. There has to be a ceasefire temporarily to get those hostages. We cannot afford an Israeli attack on Rafah. It is certain to produce another humanitarian catastrophe. The situation is already unbearable for over 1 million people. Le truc, c'est que Benjamin Netanyahou persiste et signe. Il ne veut pas se détourner de l'objectif initial, anéantir le Hamas. Si Israël doit rester seul, Israël restera seul. À Gaza, les espoirs d'une trêve s'amenuisent. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, reste ferme sur ses positions, refusant d'accepter les demandes du Hamas qui réclament un cessez-le-feu définitif dans le territoire palestinien assiégé par Tsahal. Jérusalem veut prendre le contrôle de l'enclave palestinienne et surtout de Rafah, où selon les renseignements militaires israéliens, des milliers de combattants du Hamas ont trouvé refuge parmi la population palestinienne. D'ailleurs, des milliers d'entre eux ont profité du chaos ambiant pour s'échapper de Rafah quand l'armée israélienne a annoncé le début de ses opérations dans la zone. D'ailleurs, l'armée israélienne affirme que le Hamas a repris des positions perdues dans le nord de la bande de Gaza. Or, il y a un risque sérieux que cela se produise aussi à Rafah une fois que les soldats israéliens se seront retirés. Pour le gouvernement israélien, c'est un risque inacceptable. Ils n'ont pas investi des milliards de shekels et mis en danger des milliers de soldats pour, à la fin, échouer à éradiquer le Hamas. Surtout qu'ils se sont mis plein de pays à dos. La survie du Hamas serait vécue comme un échec politique, diplomatique et militaire.
Le problème, c'est que les vaillants combattants entre gros guillemets du Hamas s'habillent en civil, se dissimulent parmi eux, installent des bases dans les hôpitaux et les écoles. Ça rend les opérations de l'armée israélienne extrêmement complexes. Comment frapper des cibles militaires en faisant aussi peu de victimes civiles possible? Bref, aujourd'hui, on est tous dos au mur. La communauté internationale qui n'arrive pas à obtenir de cessez-le-feu, le Hamas qui subit des pertes considérables, le gouvernement israélien qui est au bord de l'implosion. Donc, il va se passer quoi maintenant? Rafah est-il le dernier bastion du Hamas palestinien? Quel est l'avenir du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou? On te dit tout dans cette vidéo. Mais d'abord, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu veux taper la discute, tu peux écrire un com ou nous lâcher un DM sur Insta. C'est parti. Ok, déjà il faut contextualiser Rafah. C'est où? La ville est tout près de la frontière entre Gaza et l'Égypte. Le passage de Rafah est crucial pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Tout passe par là. Eau potable, nourriture, médicaments et surtout carburant. C'est pour ça que la communauté internationale craint que l'intervention israélienne n'entrave l'aide humanitaire. Après, si ces craintes sont légitimes, il est tout à fait possible que cette action soit délibérée de la part de l'armée israélienne pour accentuer la pression sur le Hamas et forcer ses combattants à déposer les armes et à libérer les otages. Le 7 mai, les forces de défense israéliennes ont donné l'ordre d'évacuer Rafah. Alors, où fuir? Déjà, il y a Khan Younes, une ville au nord-est de Rafah. Sauf que d'après plusieurs agences internationales, le niveau de destruction de cette ville est trop élevé pour accueillir dignement tous les réfugiés de Rafah. En parallèle, les autorités israéliennes sont aussi en train d'agrandir le camp de réfugiés de Mouazi, situé à près de 2 heures de marche depuis Rafah. Le gouvernement israélien affirme que le camp possède assez de tentes et d'hôpitaux de campagne pour soigner les Palestiniens déplacés. Bref, la situation humanitaire devient intenable. Le déplacement forcé de plus d'1 million de personnes mènera inévitablement à des drames humains. C'est précisément pour cette raison que Biden avait annoncé qu'en cas d'intervention israélienne à Rafah, les États-Unis ne livreraient plus d'armes offensives à Tsahal. Je mets bien l'accent sur ce mot, armes offensives. D'ailleurs, il n'y a pas que les USA qui ont pris cette décision. D'autres pays lui ont emboîté le pas. Bref, aujourd'hui, la situation est critique. Ou était, parce que même si Biden a menacé le cabinet de guerre israélien d'interrompre ses livraisons d'armement, la semaine d'après, il annonçait ça. Washington se dit prêt à livrer pour $1 milliard d'armes à Israël. Mais bon, pour faire bonne figure, l'armée US a inauguré une jetée. Gaza, un premier chargement d'aide a été débarqué par la jetée provisoire. Celle-ci devrait lui permettre d'acheminer plus d'aide humanitaire, même si elle reste bien en deçà des besoins réels de la population gazaoui. Jusqu'à présent, les puissances arabes de la région ont détourné le regard. Mais si la situation perdure, alors on voit mal ce que pourraient faire la Jordanie, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Ensuite, un autre point qui mérite d'être commenté, c'est que l'administration Biden est incapable de forcer le cabinet de guerre israélien à annuler l'intervention militaire à Rafah. Et ça met le candidat démocrate à sa réélection en très grande difficulté vis-à-vis de son électorat, très sensible à la cause palestinienne. Bref, la situation est explosive. Et le pire, c'est qu'il semblerait bien que le gouvernement israélien n'a aucune feuille de route pour la suite. Alors pourquoi est-ce que Netanyahou a décidé de déclencher cette invasion alors qu'un accord de cessez-le-feu était théoriquement sur le point d'être conclu? Eh ben, on t'explique dans le chapitre suivant. Les dernières heures du Hamas? Il ne vous a pas échappé que c'est le Hamas qui a déclenché la guerre en lançant son attaque terroriste le 7 octobre 2023, soi-disant que ses combattants étaient prêts à mourir pour la cause. Et pourtant, aujourd'hui, c'est bien le Hamas qui réclame un cessez-le-feu durable. Et le comble, c'est que le Hamas est prêt à négocier une trêve en posant des conditions alors qu'il n'est pas du tout en position de force. Israël, pour sa part, ne se contentera que d'une capitulation totale et définitive. C'est d'autant plus complexe que le Hamas n'est pas un État.
État, mais une organisation terroriste dont l'objectif premier est l'anéantissement de l'État d'Israël. De surcroît, l'organisation est armée et financée par la République islamique iranienne, qui n'est nul autre que l'ennemi mortel d'Israël. C'est pour toutes ces raisons que des voix internes au sein du gouvernement israélien suggèrent d'ignorer les appels à la trêve et à poursuivre la guerre jusqu'à la neutralisation de l'organisation terroriste. C'est d'ailleurs la position actuelle du gouvernement israélien. Or, il se trouve que le 6 mai, le Hamas avait annoncé avoir accepté une proposition de trêve négociée avec les médiateurs égyptiens et qataris. Alors même si les termes de cet accord n'ont jamais été rendus publics, plusieurs médias internationaux comme Al Jazeera ont suggéré qu'il prévoyait les dispositions suivantes. Un processus en 3 étapes réparties sur 42 jours qui initierait avec un premier cessez-le-feu. Durant cette phase, la majorité des installations militaires israéliennes à Gaza devraient être démantelées, même si le Hamas serait grand magnanime, prêt à accepter une présence militaire israélienne dans certaines zones du territoire. En échange, l'organisation terroriste proposait la libération de 33 otages israéliens, à condition qu'Israël libère entre 30 et 50 prisonniers pour chaque civil israélien en captivité. Ramené à 33 otages israéliens libérés, ça aurait représenté entre 990 et 1650 prisonniers palestiniens remis en liberté. Et pas n'importe quel Palestinien, mais des militants politiques ou des combattants, parfois avec du sang juif sur les mains. Dans un deuxième temps, le Hamas exigeait une cessation totale et permanente de l'activité militaire à Gaza, ainsi que le retrait de l'armée israélienne, ce qui a été interprété par Tsahal comme une forme de capitulation. Puis, arrivé au 85e jour du processus de trêve, le Hamas proposait la restitution des derniers otages contre un plan de reconstruction de Gaza sur 3 à 5 ans et la fin du blocus israélien sur la bande de Gaza. Forcément que cette proposition n'était pas sérieuse. Elle visait à miner la position israélienne en la faisant passer pour seule responsable du refus du plan de paix proposé par le Hamas. Depuis quand est-ce que c'est la partie défaite qui dicte les conditions de sa reddition ? Qu'importe, encore une fois, c'est sur le terrain médiatique que la bataille s'est déroulée. Israël rejette l'offre de cessez-le-feu du Hamas. Ceci dit, après le 7 octobre, la position du gouvernement israélien est tout à fait compréhensible. L'État hébreu ne peut pas coexister avec une organisation terroriste comme le Hamas, il en va de sa propre survie. Et puis, un retrait de Tsahal aujourd'hui, avant d'avoir atteint ses objectifs militaires, équivaudrait à une défaite politique, diplomatique et militaire pour le gouvernement israélien. Le paradoxe, c'est que si l'armée israélienne mène son intervention militaire jusqu'à son terme, on ignore quels sont les plans du gouvernement israélien concernant l'avenir de la bande de Gaza et de sa population. Faut pas sous-estimer cette bombe à retardement. Seuls 7% des Gazaouis considèrent que c'est le Hamas qui est responsable de leur souffrance. Grosso modo, ça veut dire que le reste de la population blâme Israël. Pour bien capter à quel point la situation est complexe, faut savoir que plus de 7 Gazaouis sur 10 approuvent aujourd'hui encore l'attaque du Hamas le 7 octobre. Par ailleurs, près de 59% des Palestiniens estiment que le Hamas devrait continuer de gouverner l'enclave palestinienne. C'est scandaleux. Et gardez bien à l'esprit que c'est pas un institut de sondage israélien qui a compilé ces données, mais un think tank palestinien il y a tout juste quelques semaines. C'est pour toutes ces raisons que le gouvernement israélien estime que la proposition de trêve du Hamas n'était pas sincère et qu'il cherchait uniquement à gagner du temps pour se réorganiser et se réarmer et ainsi reprendre le contrôle d'une partie du territoire comme ça s'est passé dans le nord de Gaza. Une autre pierre d'achoppement qui empêchait le gouvernement israélien d'accepter la proposition de cessez-le-feu du Hamas, c'est que celui-ci exigeait que ses dirigeants soient épargnés et en quelque sorte amnistiés. Une condition inacceptable pour toute personne normalement constituée. We have to win. There is no substitute for victory. How do we achieve this victory? Hamas has to be eliminated. Not as an idea. Nazism wasn't destroyed as an idea in World War II, but Nazis do not govern Germany. There's still neo-Nazis around, but you destroyed that organization. Le truc, c'est qu'envers et contre tous, la décision de Netanyahou a un impact à plusieurs niveaux.
Les manifestations de soutien aux otages se multiplient, les Israéliens étant de plus en plus nombreux à demander le départ de Netanyahou. Aux yeux de ses opposants politiques, il est inacceptable que le gouvernement refuse une opportunité de rapatrier ses otages. Des milliers de personnes se rassemblent à travers Israël pour demander à Netanyahou d'accepter l'accord de cessez-le-feu. Une partie de la société civile israélienne essaie de contraindre le gouvernement à accepter une trêve avec le Hamas. Alors pourquoi est-ce qu'Israël s'obstine? Qu'est-ce que le gouvernement Netanyahou gagne à poursuivre cette guerre de plus en plus impopulaire dans le monde et au sein de la société civile israélienne? Chapitre suivant. La survie politique. Le 7 octobre, le Hamas a massacré près de 1200 Israéliens, parmi lesquels certains ont été torturés, violés, brûlés vifs ou démembrés. 250 Israéliens ont également été kidnappés. La riposte israélienne a d'abord démarré par des frappes ciblées contre des objectifs militaires, avant la mise en branle d'une opération terrestre d'envergure. D'après l'état-major israélien, environ 2 civils sont tués pour chaque combattant du Hamas ou du djihad islamique palestinien neutralisé. Or, le Hamas compte environ 40 000 combattants opérationnels. Donc, si Tsahal souhaite totalement éradiquer le Hamas, il devra prendre des précautions extrêmes pour minimiser les pertes civiles. D'ailleurs, d'après le gouvernement israélien, 14 000 terroristes ont déjà été tués. Plusieurs milliers supplémentaires sont blessés ou ont déposé les armes. Côté israélien, un peu plus de 280 soldats ont été tués en opération, dont une partie à cause de tirs amis. Et il y a fort à parier que d'ici à ce que cette vidéo sorte, le bilan aura encore augmenté. Côté civil palestinien, le bilan a drastiquement chuté la semaine dernière. En même temps, l'ONU se basait sur les déclarations du Hamas, sans prendre aucun recul. L'ONU divise par 2 le nombre de civils tués à Gaza. Le nombre de civils morts à Gaza a été surévalué selon l'ONU. Les femmes et les enfants palestiniens représentent désormais 36% des morts contre 71% précédemment. De nouvelles données qui remettent en cause le risque de génocide brandi par les pro-palestiniens depuis plusieurs mois. Par contre, vous n'entendrez aucun élu de la France Insoumise ou militant de la cause palestinienne revenir sur cette nouvelle en particulier. Ça dessert le narratif d'un État israélien génocidaire. Évidemment, chaque civil tué est un mort de trop, mais l'armée israélienne déploie des efforts inédits pour éviter les dommages collatéraux. Et puis, surtout, les soldats israéliens se battent contre des terroristes qui ne portent pas d'uniforme distinctif et qui se fondent parmi les civils, qu'ils utilisent comme boucliers humains. Ils se cachent dans des hôpitaux et des écoles, s'approprient les vivres alimentaires, le carburant et les médicaments et n'hésitent pas à intimider la population civile quand ils n'assassinent pas des innocents de sang-froid. Face à cette menace, le cabinet de guerre israélien envisage de prolonger la durée de service militaire obligatoire et les délais de conscription pour les réservistes. Forcément, ça contribue à l'impopularité de cette guerre auprès de la population israélienne. 70% des entreprises israéliennes affirment que les opérations militaires à Gaza ont un impact sur la productivité et la présence de leurs salariés, dont beaucoup sont des réservistes. Mais outre le coût politique, économique et diplomatique, les résultats militaires, eux, sont globalement bons. Jusqu'à présent, les opérations militaires israéliennes se sont déroulées dans plus de la moitié de la bande de Gaza. La première phase s'était concentrée sur le nord du territoire, autour de la ville de Gaza. Mais ces dernières semaines, les opérations se sont surtout intensifiées dans le sud, aboutissant à la prise de la frontière entre l'Égypte et Gaza. D'ailleurs, quelle ne fut pas la surprise de découvrir l'existence de plus de 50 tunnels souterrains qui permettent de traverser la frontière égyptienne. On ignore encore si les autorités du Caire connaissaient leur existence. On ne sait pas non plus si les alliés de l'organisation terroriste ont facilité l'extraction par ces tunnels des dirigeants du Hamas coincés dans Gaza. Bref, ça n'a pas empêché l'armée israélienne de prévoir pour sa part des corridors humanitaires pour évacuer les civils, où qu'ils soient à Gaza. C'est comme ça que des centaines de milliers de Gazaouis ont pu se réfugier dans des camps ou dans des abris le long de la côte. Donc, même si l'armée israélienne n'occupe pas l'intégralité du territoire de la bande de Gaza, en prenant le contrôle du passage frontalier de Rafah, l'armée israélienne a pris le Hamas en tenaille. בדרך לניצחון מוחלט. הניצחון הוא בהישג יד. זה לא עניין של שנים או עשרות שנים, זה עניין של חודשים. Maintenant, la problématique est tout autre. Machiavel aurait dit « on peut commencer une guerre
quand on veut, mais on la finit quand on peut. Et bah, on devrait rajouter une troisième partie, on la finit comment ? Déjà, faut pas se voiler la face. L'une des principales raisons derrière l'obstination de Netanyahou, c'est qu'il sait que cette guerre est la seule chose qui le maintient au pouvoir. C'est la frange d'extrême droite de son gouvernement de coalition qui pousse pour la conquête totale et définitive de la bande de Gaza. Mais indépendamment de leur volonté, si la guerre prend fin, ce sera l'heure des comptes et Netanyahou ne pourra pas échapper. Beaucoup le considèrent responsable de l'échec sécuritaire du 7 octobre 2023. Et il était déjà très impopulaire à cause de sa réforme du système judiciaire qui avait rallié tous ses opposants politiques contre lui. Netanyahou est le premier ministre d'un gouvernement de coalition, c'est-à-dire que sur les 120 sièges à la Knesset, le parlement israélien, il ne possède que 64 sièges. Pire encore, sur cette soixantaine, seuls 32 sièges appartiennent au Likoud, le parti de Netanyahou. Les 32 sièges restants sont répartis entre plusieurs partis de droite et d'extrême droite, parmi lesquels plusieurs sionistes religieux. La survie politique de Netanyahou entre les mains de ministres d'extrême droite. Le recours à des alliés radicaux tels qu'Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich éloigne le premier ministre israélien de l'opinion publique. Netanyahou doit donc jongler entre le cabinet de guerre et son gouvernement dont les aspirations sont parfois contradictoires. Donc si le premier ministre israélien finissait par accepter la main tendue du Hamas, entre gros guillemets, alors on n'est pas à l'abri que les alliés d'extrême droite de Netanyahou quittent la coalition et précipitent sa chute. Mais Netanyahou doit à présent composer avec l'ouverture d'un nouveau front politique. En Israël, le gouvernement Netanyahou se fracture sur le scénario d'après-guerre à Gaza. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, s'en est pris au Premier ministre sur l'absence de plan pour la gouvernance de Gaza après la guerre. D'ailleurs, il n'y a pas que Yoav Gallant qui a menacé de quitter le cabinet de guerre. Benny Gantz, également ex-ministre de la Défense, a quant à lui déclaré qu'il serait contraint de démissionner du gouvernement de coalition dont il fait partie si Netanyahou ne prend pas une décision rapidement. La situation est si grave qu'on risque d'assister à l'implosion du gouvernement israélien dans les jours qui viennent. Et le fait que le procureur de la Cour pénale internationale vient de demander la délivrance d'un mandat d'arrêt contre Netanyahou et Yoav Gallant ne va pas arranger les affaires du Premier ministre. Après, faut voir si les juges de la CPI accepteront d'émettre ces mandats d'arrêt. Le problème, c'est que des dizaines de milliers de vies israéliennes, palestiniennes et libanaises sont sur la balance. L'État hébreu ne peut donc pas se permettre la moindre erreur stratégique. Alors oui, j'ai inclus les vies libanaises parce que les échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais fragilisent l'équilibre extrêmement précaire dans la région. Or, si le Hezbollah et Israël entrent en confrontation directe, alors les dégâts seront beaucoup plus importants que ceux à Gaza. Et on ne doit pas négliger l'impact que la mort du président iranien Raïssi aura sur le développement du conflit armé entre Israël et les proxys iraniens, à savoir le Hamas, le Hezbollah libanais et les rebelles Houthis du Yémen. Ok, affaire pliée. À ton avis, quel sera le résultat de l'intervention militaire israélienne à Rafah? Netanyahou va-t-il céder à la pression de la communauté internationale, à celle de la rue israélienne ou à celle de sa coalition? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager, et à très vite pour plus d'actu internationale. Allez, ciao!